Bon, évidemment, bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions pendant la formation si vous en avez, pour éclaircir un point ou un autre. Et j'espère quand même que tout sera suffisamment clair pour que ça ne soit pas nécessaire. Donc, les réseaux de neurones convolutifs, c'est un sujet qui est assez vaste. On pourrait rentrer dans des détails très techniques. Donc, mais ce que je vais faire, comme c'est comme c'est une formation de niveau débutant, On n'a c'est pas ton partage, Christian. mince. Ça, c'est pas normal. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, les réseaux à convolution, comme je disais, c'est un sujet qu'on peut explorer de plein de manières différentes. Et pour cette fois-ci, ça va être une présentation qui va essayer d'être plutôt exhaustive pour vous montrer en fait toutes les notions qui sont vraiment essentielles et basiques quand vous allez travailler avec ce genre de réseau. Donc d'abord, je vais juste commencer par un rappel sur les réseaux de neurones. C'est un sujet dont on avait parlé à la dernière formation. Après, je vais introduire un peu le problème qui a poussé à la création des réseaux de neurones convolutifs. Et puis, je vais vous parler un peu de ce qu'il y a à l'intérieur et des résultats que ça a donné. Donc, pour les rappels sur les réseaux de neurones, ça va être essentiellement de la redite. Euh, donc, on va commencer en fait, on va faire comme la dernière fois, très progressivement. C'est-à-dire qu'on commence par un neurone. Un neurone, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une fonction vectorielle. En entrée, on lui donne un vecteur x. Et en sortie, on va vouloir un scalaire. Pour paramétrer cette fonction, en fait, on commence par utiliser une fonction affine, c'est-à-dire qu'on va étudier le produit scalaire v scalaire x de notre entrée par un vecteur de poids. Le poids est une caractéristique de notre neurone, et on va ajouter un biais pour recentrer tout ça. Et puis si on n'utilisait que ça nous ferait juste une fonction affine. C'est pas très intéressant, parce que même si les fonctions affines c'est sympathique, bah, ça n'en reste pas moins que si on veut les composer, etc., ça reste des fonctions affines, donc on n'arrive pas à des choses très très complexes. Donc pour compenser la linéarité de la fonction affine, on compose notre produit scalaire, on compose notre produit scalaire par une fonction qui n'est pas linéaire. Donc en général, vous avez quelques exemples de fonctions qui sont très utilisées euh, juste sur la slide, ça s'appelle des fonctions d'activation. Et en général, elles sont très sympathiques, monotones, différenciables presque partout, etc. Ensuite, quand on a plusieurs neurones comme ça, donc on peut simplement les mettre côte à côte pour créer un vecteur avec les sorties associées à chaque neurone, quand on leur donne le même argument. Et de cette manière, on obtient un vecteur d'une taille arbitraire n. Ce fait de stacker les neurones en fait en une couche, bah, c'est ce qu'on appelle une couche de neurones. Et puis après, quand on fait se suivre des couches de neurones, et qu'on les met les unes après les autres, en donnant à chaque couche le vecteur qui était en sortie de la couche précédente, on obtient un réseau de neurones. Notez qu'on peut faire varier vraiment comme on veut les liaisons entre les différentes couches, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous pouvez imaginer que dans la couche de gauche, chaque neurone va envoyer son argument à absolument tous les autres neurones, qui vont les sommer, qui vont donner différents résultats. Ou alors on peut imaginer que chaque neurone de la couche de gauche donne sa sortie à seulement un neurone de la couche de droite. Donc on a une très grande liberté, mais la seule chose qui va rester partagée dans une même couche, en fait, c'est qu'on va essayer on va garder la même fonction d'activation, parce que quand vous serez en train de coder votre programme Python, c'est plus facile de dire que pour une couche, vous voulez la fonction d'activation tangente hyperbolique, par exemple, plutôt que de dire pour chacun des centaines de neurones, euh, quelle fonction d'activation vous voulez lui donner. Ensuite, maintenant qu'on a fait ce petit point sur les réseaux de neurones, on va s'intéresser à un problème qui, en apparence, est plutôt détaché des réseaux de neurones, mais qui, vous allez voir, auquel on a trouvé une solution grâce au CNN. Ce problème, c'est celui de la reconnaissance d'image. Alors, pour l'aborder, déjà, on va partir d'un point de vue biologique. Le point de vue biologique, ça consiste à observer en fait comment les animaux, arrivent à reconnaître des images. Si vous y pensez, c'est quand même vraiment quelque chose de très compliqué, puisque on arrive, après tout, à discerner une forme et des motifs qui se répètent
parmi des images qui peuvent avoir un nombre incalculable de possibilités différentes. Donc, en pratique, la recherche biologique a beaucoup travaillé sur ça. Il y a eu pas mal d'expérimentations. Et dans les années 1950, à partir des années 1950, avec les progrès de la neurologie et aussi des expérimentations sur des animaux, bon, RIP les chats et les singes, il y a eu des progrès qui ont été faits sur la structure neurale de la réponse à un stimuli visuel, c'est-à-dire sur la manière dont on voit une image. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un animal quand on regarde quelque chose? Il y a deux savants particulièrement qui ont travaillé sur ça. Ils s'appellent Hubel et Wiesel, et ils ont fait plusieurs publications. Vous avez 2 pages là, par exemple, d'une publication de 1959, et ils ont étudié la manière dont le cerveau structurait sa réponse quand il reconnaissait un objet. Il y a 2 choses qui sont très qui ont qui enfin 2 détails qu'ils ont relevés dans leur papier, et qui sont très intéressants parce qu'en fait, on va les retrouver dans les réseaux de neurones de convolution. Donc, ces 2 choses sont d'une part que la réponse enfin, en fait, le traitement de l'image est structuré, il est hiérarchisé en différentes couches. C'est-à-dire que l'image arrive sur la rétine de l'animal. Donc dans les expérimentations, c'était, des singes araignées et des macaques. Et après, en fait, avec, des systèmes d'électrodes, ces 2 savants ont montré, en fait, que les neurones qui s'activaient successivement, allaient commencer étaient localisés dans une certaine région. Ils allaient traiter des motifs simples et qu'après, ils allaient transmettre leurs résultats à d'autres neurones, dans une autre région. Et de cette manière, en fait, on avait un traitement couche par couche de l'image, jusqu'à l'arrivée finale dans une certaine zone du cortex visuel, où finalement, en fait, l'animal reconnaissait un signal lumineux et réagissait. Ça, c'est la première chose, la structure hiérarchique de la réponse à l'image. La deuxième, et ça c'est encore un détail, je vous le donne dans cette formation, mais soyons honnêtes, vous allez tout à fait survivre si vous vous en rappelez pas au quotidien, mais c'est quand même ça reste quand même bon à savoir, et puis on en reparlera quand on parlera de la complexité des CNN, c'est que le traitement de l'image se fait de manière localisée. C'est-à-dire que quand vous regardez en fait un neurone qui va participer au traitement, en fait, vous allez voir qu'il va être activé seulement s'il y a un stimulus visuel dans une certaine zone du champ de vision. C'est-à-dire que si vous envoyez par exemple un faisceau lumineux avec un laser, euh, et donc avec un faisceau lumineux très concentré, vous allez voir que seulement quelques neurones, parmi tous ceux qui sont utilisés pour répondre à l'image, vont être activés. Et ça, c'est un phénomène, c'est la localisation du stimulus visuel. Et on dit que la partie du champ de vision qui va éveiller ces neurones en question, les neurones que vous regardez, c'est le champ réceptif de ces neurones. C'est un rôle très important dans la complexité des CNN. J'en reparlerai après. Bon. Maintenant qu'on a vu l'approche biologique, on peut se dire, voilà, le cerveau arrive à le faire, c'est très bien, maintenant, nous, comment est-ce qu'on le fait? Donc en fait, comment est-ce qu'on peut faire un algorithme pour réussir tout simplement à reconnaître une image? Le cas le plus simple, c'est de s'entraîner sur des chiffres. Le plus simple, c'est, encore une fois, donc de travailler sur simplement des chiffres dessinés en noir et blanc sur du papier. Donc la première chose que vous pouvez faire quand vous avez une image comme ça, c'est de regarder les contours. Pourquoi? Parce que les contours, en fait, vont vous décrire absolument, vont vous décrire de manière précise le trait qui a été tracé, et ce, sans être influencé globalement par exemple, l'épaisseur du trait. Et vous savez bien que si vous dessinez un 5, quelle que soit l'épaisseur, normalement, votre dessin ne va pas trop changer, si vous respectez les proportions. Donc, une fois que vous avez l'image des contours, ce que vous pouvez faire, c'est que, algorithmiquement, vous allez essayer de faire des tâches simples. Parce que vous utilisez un algorithme, vous ne savez pas faire grand-chose d'autre. Une tâche simple, c'est de reconnaître des toutes petites choses sur votre image, des petits motifs élémentaires. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer après comment on fait. Et en reconnaissant ces petits motifs élémentaires, après, vous allez pouvoir dire
à cet endroit-ci, à cet endroit-là et à cet autre endroit dans mon image, je sais que j'ai un petit motif toujours le même. Par exemple, une arête verticale. Mais si je sais aussi que j'ai d'autres motifs, par exemple des boucles à d'autres endroits, en reconstituant tout ça et en connaissant la position relative des différents éléments, vous allez pouvoir reconnaître en fait d'autres formes, des formes qui seront plus grandes. Et de cette manière, vous allez reconnaître des motifs qui seront de plus en plus complexes. Donc au départ, vous verrez que des choses toutes petites, des arêtes, et puis après en reconnaissant des arêtes côte à côte, vous direz là j'ai une grande arête, là j'ai une boucle. Et puis à la fin, quand vous verrez deux arêtes qui forment plus ou moins un angle droit, et quand vous verrez qu'en bas des deux arêtes, vous avez une boucle qui est ouverte sur la gauche, vous pourrez dire ah, ça ressemble beaucoup à un 5. Et donc là, tout de suite, reconnaissez qu'on a utilisé deux choses. En fait, on a utilisé les deux détails qui avaient été remarqués par les savants de Wiesel quand ils faisaient leur étude biologique de la réponse, chez les mammifères au traitement d'une image. C'est-à-dire que, d'une part, quand vous reconnaissez un petit motif, bah, la partie de votre algorithme qui va faire ça va réagir seulement à une petite partie de votre dessin. Ça, c'est la localisation. Et ensuite, quand vous allez reconnaître des motifs de plus en plus grands, bah, c'est comme si vous aviez en fait des couches qui reconnaissent des motifs de plus en plus grands et qui se passent d'une à l'autre leurs résultats. Et ça, c'est la hiérarchisation du traitement de l'image. Du coup, vu que l'algorithme qu'on pourrait imaginer fonctionne un peu comme en biologie, bah, certains scientifiques ont eu l'idée de faire un algorithme qui fonctionnait comme en biologie, mais vraiment en s'inspirant de la structure organique des mammifères, donc en recréant un cerveau en fait. Donc ça, c'était l'idée d'utiliser un réseau de neurones, et il y a un savant qui a fait ça, qui s'appelle Fukushima, et qui a construit ce qu'on appelle le néocognitron. Le néocognitron, c'était basiquement le premier réseau de neurones à convolution, et il était fait pour reconnaître des images. Il fonctionnait de la manière que je viens de vous décrire, c'est-à-dire en extrayant des motifs de plus en plus petits, et puis après en les situant les uns par rapport aux autres, en reconnaissant des motifs de plus en plus complexes, jusqu'à reconnaître au final l'image elle-même. Le néocognitron a été inventé donc dans les années 80. Il était inspiré des travaux de Bell et Wiesel, euh, et ça a été vraiment le précurseur à tous les réseaux de neurones convolutifs qui ont été créés après. Sur la droite, vous pouvez voir l'architecture du néocognitron. Alors, ça vous parle pas forcément, mais là, en fait, c'est la présentation sous forme de couche qui correspond à l'image de gauche. C'est-à-dire que il faut vous imaginer que chaque couche, chaque layer, c'est une grille de nombres. Et en fait, à partir de ces nombres, on va successivement former d'autres grilles successives, jusqu'à arriver finalement à une grille de vecteurs, une grille avec 10 composantes, indexées de 0 à 9. Et dans chaque composante, vous avez un nombre, entre 0 et 1. Et plus ce nombre est grand, plus ça vous dit que votre réseau de neurones pense avoir reconnu le nombre correspondant. Euh, bon, alors avec tout ça, on a l'idée générale d'un algorithme, mais il faut encore trouver l'opération qui va être la clé de tout ça, qui va faire tourner tout notre CNN, c'est-à-dire l'opération qui va nous permettre d'extraire nos petits motifs élémentaires dans une image. Alors, pour ça, bon, c'est pas pour rien qu'on a pris le nom de CNN, on va utiliser la convolution. Donc, d'abord, je vais vous montrer un exemple simple, un des exemples les plus simples en fait qu'on puisse imaginer, avec une arête. Comment est-ce qu'on reconnaît une arête dans une grille donnée de nombres? Et puis après, je vais vous parler de quelques détails pour l'implémentation de la convolution, dans les CNN. Parce que mine de rien, la finalité, c'est quand même de coder tout ça, et il faut prendre garde à quelques petits problèmes qui peuvent se poser. Et en dernier, je vous parlerai aussi d'autres possibilités qu'offre la convolution, et qui font qu'en fait que les CNN sont très très en vogue, et très présents dans la vie de tous les jours. Alors, pour commencer avec un exemple, donc, si on essaie de repérer une arête, on s'imagine qu'on a un tableau dedans. Le tableau, il est codé simplement par des entiers. Ces entiers, ça pourrait aussi être des rationnels.
et on cherche à détecter un motif. Donc là, vous voyez la représentation du tableau, qu'on se donne un exemple, et vous voyez assez clairement qu'il y a une partie qui est, bon, on peut imaginer blanche, grise en l'occurrence, enfin grise, et une partie qui est blanche. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre algorithme nous dise, c'est la partie de gauche, elle est grise, la partie de droite, elle est blanche. Donc en fait, ce que mon tableau représente là, c'est une arête. C'est la jonction entre deux surfaces différentes. Mathématiquement, l'opération qu'on va utiliser, donc, je vous l'ai dit, c'est la convolution. On va utiliser en fait, enfin, on va utiliser une matrice, et on va faire un produit de convolution de manière à obtenir une réponse avec une intensité qui nous, telle qu'au final on obtient une grille, et dans cette grille, plus les cases ont un nombre avec une forte valeur absolue, plus on sait que le motif a été détecté avec une bonne sûreté. Donc, pour faire cette convolution, en fait, c'est très simple. On utilise la petite matrice qui est au milieu, qui s'appelle le filtre. Donc vous voyez qu'elle reproduit ici, en fait, si vous y réfléchissez un peu, elle reproduit plus ou moins bien la notion, enfin, l'arête. En général, vos filtres, en fait, ressemblent au motif que vous voulez détecter. Donc là, si vous regardez les chiffres 1, 0, 1 dans le filtre du milieu, vous vous dites 1, c'est la couleur que je veux détecter. 0, c'est parce qu'au niveau de la séparation entre les deux interfaces, ça peut être flou, donc je ne peux pas vraiment dire si la couleur qui est là est significative. Et -1, c'est parce que vous voulez une couleur qui soit différente de la couleur à gauche. Vous prenez ce filtre et vous faites un produit élément par élément avec les sous-grilles de même taille dans votre grille initiale. Donc là, en jaune, vous avez une grille remplie de 0. Si vous faites un produit par élément, donc vous imaginez que vous faites le produit de ce 0-ci avec ce 1, vous obtenez 0, 0 fois 0, 0, 0 fois -1, 0, etc. Et vous obtenez -1. Donc ça veut dire, a priori, que vous n'avez pas détecté votre motif. Maintenant, vous continuez, vous faites ça avec une autre sous-grille, la sous-grille qui est juste à côté. Et là, je vous invite à faire enfin, vous pouvez voir presque instantanément le résultat du produit de convolution. En fait, vous allez avoir -1 fois 10 3 fois, une fois par ligne, et vous allez avoir au total, quand vous faites la somme de ces, quand vous faites la somme, -30. Et donc vous avez une réponse intense, et ça vous dit que vous avez détecté effectivement un motif. Parce que là, votre réponse est plus intense, clairement, que le 0 à droite. Et puis vous pouvez imaginer que vous continuez comme ça, à chaque fois vous décalez votre filtre, vous faites votre produit de convolution, vous entrez la somme des produits des coefficients dans une grille à côté, la grille de droite, et de cette manière vous constituez une grille. La grille que vous obtenez en résultat, donc ça vous fait un nouveau tableau de nombres, et dedans, en fait, les intensités vont pas vous indiquer les intensités lumineuses dans votre dessin initial, ça va vous indiquer la présence du motif que vous cherchez à détecter avec votre filtre. Et donc là, dans la grille que vous voyez, on a plein de -30 au milieu. Bah, ça veut dire qu'au milieu, sur les deux colonnes du milieu, plus ou moins, en fait, on a repéré une arête. Maintenant, donc, de cette manière, alors, on sait qu'on peut, enfin, vous voyez, donc on peut repérer numériquement l'interface entre deux zones dans une grille. Évidemment, on peut généraliser ça avec de la couleur, parce qu'un tableau de couleurs, au final, c'est juste 3 grilles avec des valeurs, par exemple, en rouge, vert, bleu. Et si vous appliquez vos produits de convolution avec le filtre qu'on a vu à chacune des grilles, au final, vous allez obtenir la présence de vos motifs pour la grille rouge, pour la grille verte, pour la grille bleue. Et puis, si vous sommez les 3 grilles obtenues, euh, vous obtenez un résultat qui correspond à une image de couleur. Il y a quand même quelques petits détails à prendre en compte, parce que quand vous allez implémenter tout ça, bah, vous pouvez pas faire attention, enfin vous devez faire attention avec la taille du filtre que vous utilisez. J'avais utilisé un filtre de taille 3x3, et ça m'a donné une grille de taille 4x4, parce que je partais d'une grille de taille 6x6, en faisant à chaque fois un décalage de 1 pas. Ça fait beaucoup de nombres. En pratique, on se complique pas la vie, il y a juste 2 paramètres qui sont importants. C'est le nombre de cases dont on décale à chaque fois le filtre pour appliquer notre produit de convolution.
Ce nombre de cases, c'est le stride. Et puis, pour des raisons pratiques aussi, parce que parfois on se dit qu'on a aussi des informations sur les bords, mais que les bords, on va moins les utiliser, on ajoute des zéros artificiellement, ou n'importe quelle autre constante, ça dépend en pratique de votre image, et on fait les produits de convolution sur la grille étendue, de manière à avoir plus d'informations sur les bords. Et ça, c'est ce qui s'appelle le padding. Au final, si vous avez l'information du nombre de cases que vous rajoutez avec le padding, enfin, en fait l'épaisseur de padding, et si vous connaissez le stride, et bien sûr la taille de votre filtre et la taille de votre entrée initiale, alors vous pouvez calculer la taille de votre sortie. Et ça, algorithmiquement, c'est le premier pas qui est un peu essentiel pour pouvoir commencer à construire votre réseau de neurones. Parce que rappelez-vous que cette opération qu'on fait, la convolution qu'on va faire à tout notre tableau, on va la répéter. On va faire en fait on va le faire de manière. On va itérer cette opération sur les résultats successifs pour pour reconnaître des motifs de plus en plus complexes. Bon, les filtres de détection. Donc là, je vous ai montré en fait comment on pouvait faire pour reconnaître une arête. Il n'y a pas que ça. En pratique, vous pouvez reconnaître des motifs qui sont plus compliqués. Donc, par exemple, ici, vous avez un filtre un peu différent. Donc, le filtre -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0. Celui-ci, il sert aussi à reconnaître une arête, sauf que ses coefficients ont été légèrement changés, de manière à ce qu'ils prennent en compte en fait le fait qu'une arête, tout simplement, c'est pas forcément aussi bien dessiné en haut qu'en bas. C'est-à-dire au bout d'un moment, vous allez bien arriver à la fin de l'arête, et à ce moment-là, ça veut dire qu'en haut, vous aurez des pixels qui seront de couleur intermédiaire. Et donc, vous devez compenser cette erreur. Plus généralement, en fait, vous pouvez utiliser des filtres pour détecter à peu près n'importe quoi, et selon la manière dont vous allez les designer, vous allez pouvoir prendre en compte des effets indésirables, comme celui-ci, le fait que le dessin soit un peu flou et qu'il y ait des zones qui soient pas, des zones qui soient de couleur intermédiaire, et donc qui sont pas décisives. C'est intéressant de regarder quelques filtres, ça vous aidera vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Vous avez des filtres identité, bon, ça consiste juste à répéter le pixel que vous voyez, donc prendre le pixel au centre et lui affecter un coefficient 1. Vous avez des filtres pour faire du flou, donc ça, c'est pas utilisé que pour la reconnaissance d'image. En fait, si vous avez Photoshop, ou en général n'importe quel logiciel d'édition, de design graphique, vous allez trouver dans la catégorie effet, ce qui s'appelle le Gaussian Blur, le flou gaussien. Et donc, vous voyez, en fait, ça fait une moyenne locale de la couleur de vos pixels, et donc ça fait un flou. À l'inverse, vous avez un sharpen, c'est-à-dire que si vous prenez votre pixel et que vous lui enlevez la valeur moyenne de la couleur autour de lui, vous allez obtenir une couleur qui tranchera par rapport aux pixels qui sont à côté. À chaque fois, les coefficients sont ajustés de manière astucieuse. Par exemple, pour le flou gaussien, vous voulez avoir un résultat qui soit entier, et pour le sharpen, vous voulez avoir en moyenne une intensité de 1. Et puis vous avez l'edge detection, donc ça c'est pas très loin de ce qu'on pourrait utiliser pour la détection de contours, dans le problème qui nous intéresse. Ça consiste à faire presque un sharpen, sauf que cette fois-ci vous allez prendre plus de pixels en compte. Là ce sont que des filtres 3x3, mais vous pouvez imaginer aussi qu'on peut augmenter la taille des filtres pour détecter des motifs plus compliqués. Évidemment c'est pas très intéressant, parce que ces filtres il faut quand même les faire, et on va pas les faire à la main, on va les faire algorithmiquement, mais quand même, on préfère avoir des filtres simples, de manière à... euh, parce que, en fait, c'est tout l'intérêt du processus algorithmique des CNN. Alors, maintenant qu'on a vu comment on pouvait faire en pratique pour détecter un petit motif, euh, et donc vous savez comment on va imbriquer tout ça dans des couches, vous pouvez en fait déjà voir comment on travaille sur l'architecture d'un CNN. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien organiser toutes ces couches.
C'est aussi l'occasion, enfin, j'en profite pour vous montrer comment on fait pour donner l'architecture d'un réseau de neurones, en toute généralité. Et donc ça, c'est quelque chose avec laquelle c'est bien d'être à l'aise, parce que très souvent dans les papiers scientifiques, vous allez voir des réseaux de neurones qui sont, enfin, les réseaux de neurones qui sont présentés par un graphique représentant leur architecture. Euh, donc je vais en parler, mais juste avant ça, je mentionnerai encore une chose parce qu'on va pas mettre que des couches de convolution dans notre réseau de neurones. Euh, donc, vous imaginez imaginez que vous avez votre image, vous avez appliqué une couche de convolution et ça vous a permis de trouver par exemple des arêtes. Maintenant, ce que vous avez en résultat, c'est une grille avec tous les endroits où il y a des arêtes. C'est-à-dire que si vous aviez une arête, alors dans votre grille, vous avez un coefficient avec une forte intensité. Le problème, c'est que après, vous allez vouloir appliquer de nouveau votre CNN. euh, euh, pardon, vous allez faire encore d'autres opérations de convolution. Et même si tout ça, c'est bien gentil, parce que euh, en termes de complexité, pardon. Même si tout ça, en termes de complexité, euh, c'est pas le pire, vous allez quand même vouloir restreindre la complexité parce que au final, tous les pixels sont pas forcément significatifs. Et il y a plein d'arêtes qui n'ont pas d'intérêt pour détecter l'image dans son ensemble. Donc pour faire ça, ce qu'on fait en général, c'est du pooling. C'est simplement réduire la taille de l'image en utilisant, à des valeurs significatives. Donc vous avez deux méthodes qui ont été toutes les deux très utilisées. Vous avez le average pooling. Ça consiste à faire des moyennes locales de vos pixels de manière à réduire à des plus petites grilles. Historiquement, c'était la première méthode de pooling qui a été vraiment utilisée. Et puis après, en fait, on s'est mis à utiliser la méthode de max pooling, qui consiste à prendre non pas la moyenne, mais le maximum local. Donc, les dessins sont très parlants. Et en fait, cette méthode donne de meilleurs résultats. Euh, donc maintenant, elle est plus largement utilisée. Vous avez d'autres méthodes de pooling, mais ça, c'est les deux principales qu'il est bon de connaître. Donc c'est les deux seules que je présente. L'intérêt de ces méthodes l'intérêt des couches en fait de pooling, parce que vous imaginez que cette opération-là de réduction, on va la faire avec des couches de neurones, des neurones qui vont prendre, donc dans l'exemple de la case de max pooling, chacun quatre petits paramètres et qui vont renvoyer le maximum à la couche suivante. Euh, donc cette couche va servir à réduire la complexité. Notez que cette couche elle-même a une complexité va avoir une complexité algorithmique qui est intéressante. Parce que si vous prenez un neurone, donc le neurone qui va faire votre opération max, qui va sélectionner la valeur qui va être transmise localement, donc par exemple pour la case verte, le neurone qui va transmettre la valeur 100, en fait, exactement comme dans le cas biologique qu'on avait étudié, ce neurone va prendre que peu d'arguments. C'est-à-dire qu'il va répondre à une zone très précise, très localisée de la grande grille qui est donnée en entrée à la couche de neurones. En l'occurrence, il va répondre à seulement 4 arguments qui sont ici 29, 15, 0 et 100. Et pour cette raison, en fait, il y a exactement la même chose dans les couches de convolution, et c'est très important de le noter. Pour cette raison, la complexité euh, en général du passage de votre grille dans une couche de convolution ou de pooling, en fait, c'est une complexité qui est faible. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas des connexions partout, vous avez juste un multiple du nombre de neurones en termes de connexion, et donc ça fait que vous allez faire beaucoup moins d'opérations que si vous connectiez chaque neurone de la couche précédente à chaque neurone de la couche suivante. Et ça, c'est l'argument majeur qui a fait que les CNN sont devenus très utilisés ces dernières décennies, parce que justement, en termes de complexité, bah, c'est tout simplement génial. Pardon. On arrive à la représentation d'une architecture. Donc ça, c'est deux images voilà, qui sont typiques. En fait, vous pourriez les voir dans des articles scientifiques. L'image de droite, d'ailleurs, je crois que je l'ai extraite d'une publication scientifique. Et donc ça, c'est la représentation graphique qu'on utilise pour montrer en fait comment on a construit un réseau de neurones. C'est-à-dire que quand vous construisez votre réseau, en général, vous dites
je vais avoir une couche qui fait ceci, cela, puis une autre couche qui fait ceci, cela, etc. Vos couches sont représentées donc assez visuellement par des grilles. Donc sur l'image de droite, vous voyez que les grilles sont proportionnelles à leur taille en termes de coefficients. Au départ, vous prenez des grilles qui sont aussi grandes que votre image initiale, et puis après, vous allez appliquer les couches rouges, les couches de pooling, pour diminuer le nombre de, pour diminuer la taille de vos arguments successifs. Et à la fin, vous allez arriver à des toutes petites grilles, de manière à avoir un résultat qui va être très très simple. Au fur et à mesure que vous aurez traité vos arguments successifs. Généralement, on note dans une couche aussi donc, ce qu'elle fait, donc, si c'est une couche de convolution ou de pooling, dans le cas d'un CNN, donc ça, vous pouvez voir sur l'image de gauche. On note aussi souvent les fonctions d'activation. Donc, par exemple, on dit dans cette couche, j'utilise la tangente hyperbolique. La taille en pixels, donc elle est notée à chaque fois. Qu'est-ce que je dis? Pardon. La taille de vos arrêts est notée à chaque fois. Et puis, parfois, on note aussi la manière dont la couche est connectée à la couche suivante. Donc ici, FC3 et FC4, vous pouvez voir qu'il y a marqué Fully Connected. Ça signifie que chaque neurone de cette couche est connecté à chaque neurone de la couche suivante. Et donc le ReLU Activation, c'est la fonction d'activation qui est utilisée. Pardon. La fonction ReLU, c'est la fonction qui a x associe max de 0x. Donc c'est une des fonctions d'activation qui était présente il y a quelques diapos. Donc ça, c'est la manière dont vous représentez l'architecture d'un réseau de neurones une fois que vous l'avez construit. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire n'importe comment, vous ne pouvez pas faire des couches... en fait, on construit... il faut faire attention quand on construit un réseau de neurones, on ne peut pas mettre n'importe quelle couche, et en fait, vous allez en général designer le nombre de couches, les fonctions d'activation que vous utilisez, etc., de manière à ce que votre réseau de neurones, au final, soit performant. Au final, avec tout ça, vous allez pouvoir en fait répondre au problème qu'on s'était posé, à savoir l'extraction de caractéristiques d'une image. Gardez bien en tête que cette extraction, elle se fait de manière hiérarchique. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la manière dont fonctionnent les réseaux de neurones à convolution, parce que sinon vous allez difficilement en fait visualiser comment ça fonctionne, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même beaucoup de calculs derrière. Donc, en pratique, appréhendez juste un réseau de neurones en vous disant les premières couches extraient des petits motifs, disent où sont les arêtes, où sont les coins, où sont les boucles. Et puis les couches suivantes, progressivement, recomposent ces informations en disant ici j'ai deux arêtes côte à côte, bah, ça veut dire qu'il y a un coin, etc. Jusqu'aux dernières couches qui vous disent s'il y a un visage ou non. Donc dans le cas de la reconnaissance faciale. Pour finir, désolé, j'ai une quinte de tout ce soir. Pour finir, les applications des CNN, parce que ça n'a pas été utilisé qu'à la reconnaissance d'image. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très polyvalent, puisque si vous y réfléchissez, au final, ce que ça fait, c'est juste... Désolé, je vais boire un verre d'eau, je reviens tout de suite. Je reviens de l'attaque. Les CNN, si vous y pensez, en fait, ce qui va faire votre réseau de neurones à convolution, c'est juste distinguer un motif, au final, dans votre image. Mais l'image que vous lui avez filée, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien de plus qu'un tableau, une grille de nombres. Et en fait, si vous y réfléchissez bien, vous avez un très grand nombre d'arguments dans vos problèmes de tous les jours qui peuvent se résumer sous la forme d'un tableau d'images. Du coup, pour cette raison, ça fait que en fait, les CNN sont extrêmement polyvalents, parce que vous pouvez les appliquer à condition d'ajuster évidemment tous les coefficients de vos réseaux de neurones. Ça, c'est quelque chose dont on parlera dans une formation suivante, parce que c'est quelque chose de compliqué avec des maths, du calcul diff pas très sympathique derrière.
À condition d'ajuster vos coefficients, vous allez pouvoir reconnaître tout ce que vous voulez dans votre argument initial. Et du coup, ça fait que, par exemple, si vous prenez un plateau d'échecs ou un plateau de Go, vous pouvez reconnaître si la position de vos pièces et de celle de votre adversaire sur le plateau vous est favorable. Bah, ça, c'est la raison pour laquelle les CNN ont été utilisés dans l'IA AlphaGo. Je fais du drop naming. AlphaGo, parce qu'évidemment, euh, c'est une IA très connue, mais en toute généralité, il y a il y a des CNN qui ont été connus pour arriver au niveau de champion sixième dan au jeu de Go. En plus du traitement d'image, bah, vous avez le traitement d'autres formes d'informations, c'est-à-dire le traitement du langage. C'est aussi un problème compliqué, ça, mais dans lequel les CNN ont trouvé des applications avec d'assez bons résultats. Et puis, juste dans le genre exotique, vous avez la découverte de médicaments. Donc ça, c'est une discipline qui, scientifiquement parlant, est assez compliquée parce qu'en fait, les effets des molécules, ça dépend en fait énormément de la manière dont elles sont rangées dans l'espace tridimensionnel, parce que c'est ça qui va caractériser la manière dont elles vont interagir avec les protéines de votre organisme. Et donc, pour cette raison, bah, en fait, on peut appliquer des CNN pour essayer de détecter la manière dont les molécules vont se ranger. Et donc, dont les molécules, par exemple, seraient capables de bloquer des neurorécepteurs. Et bon, je vais pas m'avancer plus parce que c'est un terrain que je maîtrise pas plus que ça, c'est de la biologie. Mais en fait, au final, vous pouvez trouver des molécules enfin, des molécules qui sont prometteuses pour traiter certaines maladies. Et puis sur la vidéo de droite, bah, je vous ai dit qu'on pouvait, avec un CNN, extraire les données d'une image. En fait, si vous donnez à votre CNN une peinture, vous pouvez extraire plus ou moins le style pictural de votre artiste. Donc par exemple, si vous avez du Van Gogh, vous pouvez extraire la manière très caractéristique de peindre avec des petites touches de peinture. Et puis après, si vous faites un mix des caractéristiques que vous avez réussi à extraire avec une image qui n'a aucun rapport, donc ici, à l'image de gauche, enfin les images de gauche, un renard, et bien vous allez pouvoir recomposer votre image de contenu avec l'image de caractéristiques. C'est ce qu'on appelle le transfert de style neural, Neural Style Transfer, et ça a donné lieu à des résultats assez spectaculaires. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu sur les réseaux sociaux ou d'autres des images de paysages enfin, ou simplement des portraits de personnes qui sont repeintes à la manière de Van Gogh ou de Picasso. Euh, une dernière chose qu'il faut mentionner, c'est, j'aurais- bon, je mentionne tout ça un peu à part, c'est que donc c'est l'avantage des CNN par rapport aux réseaux de neurones. Les CNN donc, sont des réseaux de neurones très particuliers. Je vous ai dit qu'en termes de complexité, ils étaient intéressants, parce que naturellement, leur architecture fait qu'il y a un nombre limité de connexions entre les différentes couches. Donc, enfin, ça reste raisonnable et donc ça nous permet d'avoir une complexité intéressante. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que, en toute généralité, quand vous transmettez un argument, enfin, une grille, un tableau à un réseau de neurones, bah, la réponse va varier énormément si vous changez des toutes petites choses dans votre grille initiale. Si vous changez quelques pixels, bah, enfin des pixels par-ci par-là, bah, en fait, le changement va se propager de couche en couche et vous pouvez avoir un résultat qui est très différent. Si le, en fait, vous n'avez pas ce problème si vous utilisez un CNN parce qu'en fait, le CNN, comme en biologie, je vous l'ai dit, ça fonctionne avec une extraction locale des informations. Chaque neurone, donc le neurone dans votre CNN, c'est l'opération qui va appliquer un filtre et qui va renvoyer le produit convolution. Chaque neurone extrait ces informations à partir d'un nombre très restreint de neurones. Et pour cette raison, il ne va pas affecter grandement le résultat final. Et plus généralement, en fait, si vous faites des transformations, par exemple des symétries ou des translations, votre CNN va aussi être très performant. Donc, là, je suis revenu à la reconnaissance d'image. Il ne va pas faire varier le résultat. Et ça, c'est très important parce que quand vous avez une image de renard, vous voulez reconnaître un renard qui regarde vers la gauche ou vers la droite.
Voilà, voilà. C'est déjà la fin de cette formation. Bon, déjà la fin, ça fait 50 minutes. Merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve à la réunion dans quelques minutes. Alors, il y avait une question un peu plus tôt. Oui. Je sais plus qui, je peux pas activer l'accès sans faire Buget. Je te laisse regarder, c'était sur l'external, je pense. Ça doit être ma question. Alors, Genre, tu montrais le schéma où il y avait tous les réseaux de neurones. Il y alors, avait écrit à des moments 5 x 5 kernels, quelque chose. oui, attends. Ok, je vais refaire le partage d'écran. Et on m'a dit que c'était la matrice de convolution. Mais du coup, au niveau des tailles, je comprends pas bien ce qui se passe. Des changements de taille. Euh, Est-ce que c'était cette diapo-ci? Non, c'était la diapo où en gros, t'as dit vous verrez dans les articles des choses comme ça. Ah, d'accord. Oui, ici. Exactement. Ouais. Genre les tailles, elles changent en bas. Et il y a des moments où je comprends pourquoi ça change et d'autres où à chaque fois il y a 5 x 5 kernels. Je sais pas, le changement est un peu bizarre. Ah, alors, il faut pas te... Alors, en fait, ça, c'est un réseau de neurones enfin, qui est particulier. Alors, chaque réseau de neurones, enfin, chaque CNN est designé de manière unique. Euh, donc, ça, c'est juste apprendre à lire les réseaux de neurones. Donc là, ça te dit que quand tu prends ton image initiale, donc c'est une grille de 28 x 28 x 1, c'est-à-dire juste un tableau bidimensionnel de 28 pixels par 28 pixels. Tu commences par lui appliquer une couche de convolution. Cette couche, elle utilise un filtre qui est de taille 5 x 5. Donc ça veut dire que tu prends une matrice de taille 5 x 5 et tu fais ta convolution avec, avec l'image qui représente ton 2. Ok. Est-ce que tu visualises? Enfin, euh, c'est vraiment l'opération comme ça, mais il faut imaginer que cette grille-ci, la grille du milieu, que tu superposes après ici, bah, en fait elle est de taille 5 x 5. Pourquoi tout à l'heure on sautait de 2 en 2 alors? Alors, ça c'est en fait Ustwide. L'idée c'est que tu vas faire pardon. À chaque fois que tu vas appliquer ton produit de convolution sur une zone précise de ta grille, ça veut dire que tu regardes dans cette zone et que tu dis si le motif que tu cherches est dans cette zone. Ok? Mhm. Maintenant, tu dois explorer a priori toutes les zones de ta grille. Donc tu dois dire si tu vas chercher si ton motif est en haut à gauche, en bas à droite, au milieu, etc. Et donc pour ça, tu vas superposer ton filtre à peu près tous les endroits que tu peux, a priori. C'est ce qui est en train de se passer sur l'image. Sauf que, en termes de complexité, enfin, non, c'est pas en termes de complexité, c'est plutôt en termes de sortie, ça va te donner une grille qui fait une taille sensiblement égale à ta grille de départ. Et parfois, en fait, tu te dis que tu n'as pas besoin de conserver autant de détails. Tu pourrais simplement sauter de deux en deux en te disant que, au final, si il y a une colonne, enfin, toutes les deux colonnes, il y a une colonne que tu vas un peu moins regarder, elle est quand même prise en compte, mais tu vas pas y centrer ta recherche de filtre. Et en fait, l'idée, c'est juste de se dire qu'en sautant à chaque fois une case, tu vas pas perdre beaucoup d'informations. Et par contre, ça va être intéressant pour toi parce que tu vas avoir une grille plus petite et donc qui sera encore plus rapide à traiter après. Ok, merci. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On saute des lignes de cette façon dans l'exemple ou pas? Comment on le sait ça? Alors, ce qui se passe, c'est que tu as ta couche de neurones. Chaque neurone sait où est-ce qu'il va aller chercher ses arguments. Par exemple, là, dans cet exemple, tu as un premier neurone. Enfin, le premier neurone de ta couche, il va chercher ces neuf nombres qui sont là, Oui. les 3 0, 0, 2, 2, 0, 0, 1. Et il va renvoyer donc le produit de convolution qui va être un 1. Et puis après, tu as ton deuxième neurone. Donc, si je vais essayer de mettre en pause au moment où ça le fait. Voilà, tu as ton deuxième neurone qui va prendre ces 9 nombres-là, qui va renvoyer le produit de convolution. Ton troisième neurone qui va prendre ces 9 nombres-là, etc. Ok.
Là, c'était ma question, c'était plus dans l'exemple de ce qui est écrit dans les articles, du coup. Comment D'accord. on sait s'il saute des lignes ou s'il n'en saute pas? Là, c'était pas marqué. Ok. On peut pas Je pense que si tu Ah, regardes les dimensions, peut-être que le fait que ça passe de 28 x 28 à 24 x 24, ça te donne une indication sur le nombre de lignes qui sautent. Je Ouais. pense qu'il en saute qu'une à chaque fois, en fait. Et en général, par défaut, par exemple, le stride est à 1. Donc ici, c'est le cas. Et puis j'ai parlé un peu vite, ici il y a marqué valid padding, donc ça t'indique à quel point on a mis des zéros. Et du coup, en fait, tu peux calculer, enfin, il y a une formule simple qui te donne en fonction du padding et du stride la taille de l'image en sortie. Enfin, c'est pas très difficile à calculer. Et du coup, enfin, à partir de ces infos, tu peux calculer effectivement le stride. Mais c'est vrai qu'il est souvent mis à 1. Et c'est pour cette raison qu'on a des trucs de 24 x 24. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que. Alors, il se J'ai passe l'impression exactement. que c'est juste s'il n'y a pas de padding, justement. Ouais, ici, il n'y a pas de padding. Enfin, donc, dans cette. Alors, il faut que je retrouve. Dans le réseau de neurones qui correspond à cette image-là, en tout cas dans le premier passage, par exemple, il n'y a pas de padding. Et ce qui se passe, c'est que ça fait exactement comme sur ces dessins-là. Ça va de 1 en 1, donc avec un strike de 1. Et ça fait pas, sur les bords, il n'y a pas de 0 qui ont été rajoutés. Et du coup, c'est de cette manière que tu passes d'une image de 28 de taille 28 à une image de taille 24. Sachant que la différence de 4, ça correspond aux 4 que tu loupes, enfin genre 5-1. Voilà. Si tu veux regarder plus en détail, je t'invite à chercher la formule, c'est pas difficile à faire. Ouais, je vois. Mais en pratique. Vite fait, avant la prochaine question, désolé que je te coupe parce que je vois les gens partir. Je vais annoncer du coup la semaine prochaine, on va faire un TP pour essayer de mettre en application ce qui a été vu là, et aussi pour faire découvrir les outils de machine learning, donc les modules de machine learning en Python. Et donc ça se passera en présentiel jeudi prochain après-midi en SC 175 en Bouygues, qui est le hub de l'IA, qui est une salle qui est un peu allouée à Automata. Voilà. Donc venez nombreux, ce sera cool. Parfait. Merci. Deux questions rapides. Juste, là, ils alternent convolution et max pooling, et pooling. C'est toujours comme ça que ça se fait ou des fois on fait 3 convolutions à la suite, puis un pooling, puis. Pas toujours, c'est juste que si tu regardes sur la droite, tu as plusieurs couches de convolution qui se suivent, Ah oui, d'accord. par exemple. Mais ça dépend en fait à quel point tu veux que ton algorithme soit complexe. Et la deuxième question, c'est quoi le bord orange, là, le flattened? Flatten, ça veut dire que tes données vont être réduites à. Là, en fait, tu vois que tout est représenté dans des volumes, c'est-à-dire que tu empiles tes couches et au final, ça te fait un volume. Ouais. En fait, c'est comme ça qu'on représente tu peux représenter comme ça les paramètres d'une seule couche sous forme d'éléments d'un array à 3 dimensions. En fait, quand on te dit flattened, c'est qu'on va réduire tout ça à une seule dimension. D'accord, Et du coup, là, au sortir, en fait, tu as une seule couche à une seule dimension, et ça va te donner au final une seule couche à 10 composantes. Un vecteur, en fait. Ok, ça marche.